Bonsoir à tous, il est 20h30. Ce soir, deuxième édition d'ActuVox, l'émission débat qui parle de l'actualité sportive. Ce soir, 30 minutes de débat avec nos spécialistes rugby, Claire Gaveau et Essam Abdallah. Bonsoir. Bonsoir. Au programme ce soir, on va parler de rugby. On reviendra sur les deux confrontations de ce week-end en H-Cup opposant Saracens, le club anglais à Clermont, et Toulon qui a battu le Munsters. Nous reviendrons aussi sur le top 14 et la dernière journée de championnat qui aura lieu ce week-end. Il y aura beaucoup d'enjeux, notamment une place qualificative pour les finales et bien entendu Perpignan qui va se battre pour ne pas descendre en Pro D2. Alors bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler déjà de l'événement de ce week-end. C'était les demi-finales de H-Cup. Saracens, le club anglais, jouait contre Clermont, Toulon contre le Munster, le club irlandais. Beaucoup espéraient une finale sauce française comme l'année dernière, opposant Clermont à Toulon. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Saracens a complètement, presque on peut dire, humilié Clermont en les battant 46-6. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce match, Claire ? Un résumé, ça va être compliqué, mais effectivement, les Saracens, c'est pas forcément surprenant. Ils font une très très bonne saison jusqu'à présent, que ça soit dans leur championnat ou en H-Cup, avec seulement 4 défaites jusqu'à maintenant. Il fallait les attendre au tournant, on le sait. Clermont, on les attendait en finale et on voulait cette revanche franco-française en finale de H-Cup. Mais la défaite de Clermont, pour moi, est logique au vu de la rencontre. Les Anglais ont dominé du début à la fin. Certes, il y a des faits de jeu, certes, il y a des décisions peut-être litigieuses, mais pour moi, il n'y a aucune contestation sur le résultat final. C'est une défaite lourde, mais je la trouve totalement logique parce que Clermont, pour moi, a déjoué dans cette demi-finale. Est-ce que Clermont est plus faible que l'année dernière, ou alors est-ce que vraiment c'est que les Anglais sont vraiment plus forts, ou alors c'est juste que Clermont est passé à côté de son match? Et Sam, peut-être un mot à dire sur cette rencontre. Je pense que Clermont est clairement vraiment passé à côté de son match. Il y a eu c'était un score très très lourd, 46-6. Après, il faut pas non plus, les Saracens font une très très bonne saison, comme a dit Claire. Avec 4 défaites cette saison en championnat et en H-Cup. Faut pas oublier qu'en quart de finale, ils vont gagner en Ulster, en Irlande, invaincu en phase de poule, ils vont gagner 17-15. Donc demi-finale très très compliquée pour Clermont, même si notre patriotisme, on va dire, voulait que la finale soit franco-française, mais voilà, c'était une mission presque impossible pour Clermont. Est-ce que Clermont s'est pas un peu reposé sur ses lauriers en fait en abordant cette demi-finale, parce que Clermont est d'ores et déjà assuré de jouer les finales du top 14. Est-ce que Clermont n'a pas abordé cette demi-finale avec un peu de suffisance? En fait, il voulait aussi se venger de la saison dernière quand même d'avoir ce titre qui leur échappe. Il voulait offrir aussi ce cadeau d'adieu, on va dire, à leur entraîneur Vern Cotter qui part la saison prochaine entraîner l'équipe d'Écosse. Donc pour eux, non, ce match était vraiment important. Je pense qu'ils sont vraiment passés à côté, ils sont pas mis dans le match, à l'image d'un Brock James transparent, d'ailleurs qui a été remplacé assez rapidement par rapport aux autres matchs, à la 60e minute, je me trompe pas de souvenir, et il est sorti. Donc Brock James n'était pas dans son match, donc toute la ligne de 3/4 n'était pas dedans, n'était pas dans le bon rythme, et Saracens ont mis un défi physique, on a posé un défi physique très 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 important à Clermont, et je pense qu'ils ont eu ils sont battus. Est-ce que l'arbitrage a joué un rôle dans cette défaite de Clermont? Le fait de jeu, c'est cette décision arbitrale à la 14e minute. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer déjà un peu, cette décision arbitrale qui a un peu handicapé l'équipe de Clermont? Oui, du coup, il y a le ballon qui rentre dans les 22 mètres. Brock James est au duel avec, je sais plus, c'est avec le joueur anglais. Du coup, forcément, le ballon est touché et l'arbitre juge que Brock James dégage volontairement le ballon en dehors des limites du terrain. Et là, c'est la double sanction, un petit peu carton rouge. Du coup, l'arbitre va se servir des vidéos pour prendre cette décision.
Tout à fait. Donc sa décision, elle est réfléchie, il l'a visualisée plusieurs fois. C'est une décision qui a pris quand même plusieurs minutes. Ça a coupé un petit peu le match. Donc c'est pas un coup de tête de l'arbitre. Vraiment, c'est une décision mûrement réfléchie. Et il décide voilà d'expulser temporairement Brock James, donc 10 minutes sur le banc, et en plus d'accorder cet essai de pénalité. C'est très très lourd pour les Clermontois. Ça paraît sévère. Mais après, oui, effectivement, s'il le dégage volontairement, c'est ce qu'il a jugé. Donc, s'il le dégage volontairement, il y a pas photo, la décision est logique. Mais du coup, est-ce qu'il l'a dégagé volontairement ou pas? Parce qu'a priori, quand on regarde le match, même quand on regarde le ralenti, a priori, il ne l'aurait pas dégagé volontairement. Non, Vas-y. Allez. pour moi, ça me paraît pas volontaire. Il juge pas le premier duel, il juge cette petite manchette à la fin quand il est en train de retomber au sol, et c'est cette manchette qu'il juge volontaire pour dégager le ballon. Du coup, Pour pour moi, vous, non. cette décision est litigieuse. Oui, totalement. Et Sam, Non. qu'est-ce que vous en pensez de cette décision arbitrale? Bon, pour moi, la décision est sévère, enfin le résultat est sévère avec les pénalités et la carton jaune. Après, pour moi, Brock James, mais vraiment sur la première intention, il veut pas dégager le ballon. Mais après, on voit le geste de son avant-bras essayer de dégager le ballon de Marcelo Bosch. C'était Bosch qui était contre lui. Et donc, pour moi, la faute y était. Après, normalement, le règlement dit que si on sort le ballon volontairement du terrain, en ballon mort ou en touche, c'est une pénalité. Et pour qu'il y ait un essai pénalité en plus, il faut que le joueur soit vraiment, s'il n'y avait pas cette faute-là, il faut que le joueur puisse marquer l'essai sans problème. On voit sur le contest qu'ils sont vraiment au bord de la ligne de ballon mort. Donc pour moi, l'essai était vraiment pas évident à marquer. Même s'il rattrapait le ballon, c'était pas sûr qu'il puisse marquer le ballon, marquer l'essai, je veux dire. Donc à partir de là, le carton jaune est mérité, mais l'essai pénalité pour moi est vraiment injustifié. C'est le tournant du match, alors, cet événement. C'est ce qui potentiellement a tué le match de Clermont et qui a fait qu'au final, ils se sont vraiment fait, faut le dire, hein, pulvérisés par les Anglais. Ça a mis un coup au moral, effectivement, des Clermontois, mais après, quand c'est à la 14e minute, je trouve ça compliqué de parler de tournant du match parce que ça reste des professionnels, ils doivent rebondir, ils ne sont pas non plus distancés au score à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est le tournant? Je ne sais pas, mais effectivement, ils n'ont jamais su rebondir après ça, et c'est ça le plus dommageable côté Clermontois, c'est qu'on les attendait un petit peu, on attendait un petit peu cette révolte, et elle n'a pas eu lieu. Très bien, merci. Et Sam, peut-être un dernier mot sur ce match, Clermont-Saracens. Bah, pour moi, victoire méritée des Saracens est incontestable. Vraiment, Clermont est vraiment passé à côté de son match. Et effectivement, bah, voilà, comme on a dit, le tournoi a été cet essai pénalité, cette double sanction avec le carton jaune et l'essai pénalité. Après, Clermont n'a jamais su relever la tête. Déjà que leur début de match n'était pas vraiment transcendant. Alors, avec ce fait de jeu en plus, c'était difficile de voir Clermont gagner ce match. Alors, on va arrêter de parler de tristesse, on va parler bonheur, et c'est Toulon qui, pour la deuxième année d'affilée, se qualifie pour la finale. Une belle victoire face à Munster, un Munster très solide, 24-16. On peut faire un petit retour sur le match, et Sam? Oui, voilà, victoire, première demi-finale de Coupe d'Europe à Marseille. Boudjelal voulait offrir ce cadeau à cette région fan de rugby. Donc, pari réussi pour lui parce que le stade était rempli. Donc, belle fête de rugby, contrairement au match de la veille à Twickenham où le stade était au tiers plein. 10 000 personnes à Twickenham et plus de 40 000 personnes au Vélodrome. Donc voilà, on peut déjà juger la réussite de cette fête. Ensuite, voilà, match très très pragmatique, on va dire réaliste, on va dire même une victoire à l'anglaise de Toulon, avec des pénalités avec Johnny Wilkinson. Je pense qu'ils peuvent faire une stèle à son nom, à son effigie, je veux dire, à Toulon. Voilà, le métronome a encore frappé et voilà, ils ont été très très. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match, Claire? C'était un match accompli, un match réussi pour Toulon. Ils auraient pu faire mieux, ils ont eu de la chance, ou vraiment c'est le Toulon que l'on attendait depuis le début de la compétition? C'est le Toulon qu'on attendait, c'est le Toulon qu'on voit depuis plusieurs semaines aussi en championnat. Ils ont fait un match très accompli. Ils n'ont pas forcément dominé quand on regarde les statistiques. Le Munster est meilleur en touche, a une plus grande réussite en touche, en mêlée. Ils ont une meilleure occupation du terrain. Mais malgré tout, Toulon a sorti le barbelé pendant les 80 minutes. Ils
ils n'ont jamais lâché vraiment du début à la fin. Et c'est sur la défense qu'ils gagnent avec 93% de plaquages réussis, il me semble. C'est un pourcentage qui est phénoménal. Et c'est là où ils gagnent vraiment, où ils gagnent leur place en finale, parce que sans ça, c'était pas gagné. Et ils sont allés la chercher. Donc vraiment, on les attendait. Ils ont réussi à faire déjouer le Munster. Et c'est vraiment une belle victoire et un beau match qu'ils ont réalisé. Du coup, c'est Mourad Boudjelal qui doit être content, là. Deuxième finale de H-Cup d'affilée pour Toulon. Il l'avait remporté l'année dernière face à Clermont. Là, cette année, ils affronteront en finale les Anglais de Saracens. Comment se préparent les joueurs de Toulon pour cette finale? Je pense que... Allez-y, et Sam? Vas-y, allez-y Claire, je vous laisse la parole. Là, il y a encore un mois avant la finale, donc il y a quand même du temps. Et ils vont la préparer comme chaque match, je pense. Il n'y aura pas une préparation différente. Ça va être avec les matchs coup près du championnat qui vont arriver aussi. C'est grâce à ces matchs que je pense mentalement ils vont réussir à se mettre dedans et aller pourquoi pas chercher un deuxième titre. Mais après, je vois pas Mourad Boudjelal ou Bernard Laporte changer les plans. Ça fonctionne depuis l'année dernière. Voilà, moi je m'attends vraiment à la continuité dans l'effectif toulonnais, dans la préparation pour essayer d'aller décrocher une nouvelle étoile sur le maillot. Ils doivent quand même se méfier un peu quand même, parce que Saracens, c'est une équipe qui vient de battre Clermont 46-6. Il y a quand même des raisons de s'inquiéter pour Toulon. Ça va pas être une promenade de plaisir cette finale face au club anglais. Non, pas du tout, pas du tout. Ça va être un match très très engagé, très très disputé chez les Anglo-Saxons, parce que bon, le match se déroule à Cardiff, donc voilà, avec je pense un afflux de supporters des Saracens conséquent à Cardiff. Donc voilà, le RCT, on peut dire qu'il va vraiment jouer à l'extérieur. Après, voilà, le Boudjelal, son objectif cette année, c'est de faire le doublé. De faire Toulouse a déjà fait en 95, mais bon, à l'époque la Coupe d'Europe n'était pas aussi difficile que maintenant et aussi complexe avec autant d'équipes. Donc voilà, Boudjelal veut faire le premier vrai doublé, on va dire entre guillemets, Coupe d'Europe et bouclier de Brennus. Donc voilà, ils vont y aller pour gagner. Après, très très compliqué face à Saracens, voilà, que eux aussi sont leaders de leur championnat avec 9 points d'avance, donc voilà, c'est très 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 dur. Un match très compliqué, je pense. On a vu quand même cette saison un Toulon très fort, un Toulon très très solide. On se rappelle en quart de finale, Toulon ils avaient battu Leinster 29-14. Là en demi ils battent le Munster 24-16. Ils n'ont pas eu des adversaires faciles durant cette H-Cup. Est-ce que du coup on peut penser que le Toulon de cette saison est quasi invincible? Est-ce qu'on peut dire que c'est une vraie machine de guerre en fait? Ils sont en train de monter en puissance parce que le début de saison n'est pas à leur avantage. On les attendait beaucoup plus forts dès le début de saison notamment, et c'était pas le cas. Donc là, c'est vrai que depuis début février, ils enchaînent quand même de très bons résultats. Sur les 10 derniers matchs, c'est 9 victoires, 1 défaite. Donc effectivement, maintenant, je pense que l'effectif est là, le jeu est rodé, et c'est ça qui leur permet d'être à ce niveau-là aujourd'hui. Après, est-ce qu'ils sont invincibles? Non, malheureusement, aucune équipe n'est invincible, et comme on a vu avec Clermont, une grande équipe peut passer aussi à côté de son match. Mais ils ont les capacités de faire le doublé, bien entendu. Vous êtes d'accord avec ça, et Sam, sur ce que vient de dire Claire? Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. C'est vrai que Toulon cette année, là en 2014 monte en puissance. C'est vrai qu'ils ont connu un début de saison un peu compliqué, un peu en dents de scie, notamment après cette défaite contre Grenoble à domicile, à la dernière seconde sur interception, voilà, avec une erreur d'arbitrage, une erreur d'arbitrage selon Toulon, parce que pour moi personnellement, je trouve pas que l'arbitre ait eu tort. Après voilà, c'était un peu la crise, un peu le feu au RCT, mais Bernard Laporte, avec son expérience, a su remettre toutes ces choses-là en place, remobiliser son effectif, et donc je pense que le Toulon a un bon coup à jouer. Après, cependant, il ne faut pas oublier que Toulon a reçu en quart de finale et en demi-finale, chose que les Saracens ne sont pas fait. Les Saracens se sont déplacés en quart de finale, donc voilà. Ce qui est d'autant louable en fait pour Saracens. Ouais, voilà. Leur performance est encore plus grande, parce que ils sont partis en plus après au quart de finale en Ulster, l'Ulster qui était vraiment invaincu en phase de poule en H-Cup. Donc voilà, méfiance de cette équipe de Saracens qui revient très très fort depuis 2009.
Autre polémique, enfin polémique, est-ce qu'on peut appeler ça une polémique? Mais ça commence à faire jaser, surtout ces derniers temps, et surtout suite à la victoire de Toulon. On dit que Toulon, c'est une équipe de mercenaires. Alors, vrai ou faux? Est-ce que Toulon, c'est une équipe de mercenaires? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à Toulon, ce n'est que des mercenaires, qu'il n'y a pas vraiment l'âme d'une équipe? On pouvait le penser. On pouvait le penser au début avec toutes ces recrues qui arrivaient, Abana, Vota, etc., à Wilkinson. On se disait même un peu que c'était la maison de retraite sud-africaine. Mais au final, je pense que Toulon nous prouve de saison en saison, de jour en jour et saison après saison que non, c'est une véritable équipe. Euh, D'ailleurs, hier, on a vu deux joueurs exceptionnels avant-hier, je veux dire, excusez-moi. Euh, Mathieu Bastaro et Stéphane Hermitage, qui ont été monstrueux sur les plaquages et sur les grattages de ballon. Voilà, c'est vraiment ces deux joueurs-là, voilà, sont venus à Toulon un peu pas en leader, ils n'avaient pas un grand nom. Mathieu Bastaro venu Stade Français et sortait de quelques saisons compliquées avec ses histoires d'équipe de France, etc. Stéphane Hermitage faisait des bonnes saisons, mais c'était pas non plus la grande star qu'on attendait. Et à Toulon, ils ont vraiment pris leur envol et voilà, je pense que c'est vraiment un signe de réussite de ces Vous êtes deux d'accord joueurs. avec ça, Claire? Enfin, pour vous, Toulon, c'est une équipe de mercenaires ou pas? Mais je rejoins aussi Essam parce que au départ, c'est des grands noms, effectivement, on nous les envoie au fur et à mesure, chaque année, ça arrive, l'année prochaine c'est Alpeni. Mais au final, quand on voit Wilkinson qui repousse aussi un peu son départ en retraite, quand on entend Michalak qui dit qu'il veut finir sa carrière ici, ben au final, l'âme qui existe à Toulon, qui existe sur la rade, c'est vraiment une ville de rugby et je pense que Boudjelal a su créer vraiment un club autour peut-être de ces mercenaires au départ, mais ça tourne, c'est une véritable équipe et je pense qu'il y a un bel état d'esprit au sein du RCT, c'est ça qui fait leur réussite aussi. Alors, challenge réussi pour Mourad Boudjelal et aussi Bernard Laporte, hein, je le rappelle, entraîneur du RC Toulon. Rendez-vous le 24 mai, samedi 24 mai à 18h pour la finale qui opposera Toulon au club anglais de Saracens. On espère bien sûr ici en France que Toulon va ramener un autre trophée. Et là, on retourne pour de bon dans le top 14 et on va parler de cette fin de championnat. À ce week-end, c'est la fin du top 14 et il y a beaucoup de suspense. Quatre équipes sont déjà d'ores et déjà qualifiées pour les finales. C'est Montpellier, Clermont, le Racing et Toulon. Et trois autres vont se battre pour les deux dernières places. C'est Castres, Toulouse et Stade Français. Est-ce que vous pouvez, Claire, me faire un petit point sur cette dernière journée du top 14 qui a lieu ce week-end? C'est une dernière journée très importante. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un championnat aussi indécis, que ça soit en haut ou en bas. Pour parler des places de barrage, effectivement, trois équipes, donc Toulouse, Castres et le Stade Français. C'est compliqué pour le Stade Français qui avait fait un très très bon début de saison et qui se sont un petit peu effondrés sur les derniers matchs. Donc là, si on regarde les confrontations à venir dans cette dernière journée, il y a quand même le déplacement du Stade Français à Toulon. Donc ça va être très très compliqué pour eux d'aller chercher la victoire, même Parce si que Toulon veut le titre à tout prix, hein. Ils savent que s'ils gagnent, le titre est quasi assuré pour Toulon. pas forcément assuré parce qu'il y a toujours la demi-finale à jouer. Mais ils veulent surtout être qualifiés directement pour les demi-finales. Donc ils vont pas ils vont pas laisser la victoire au Stade Français. C'est ça le problème, c'est que il y a la demi-finale et la place qualificative directement en demi qui est en jeu pour Toulon, Clermont et Montpellier. Et c'est ça qui fait que rien n'est encore joué. Donc le Stade Français se déplace à Toulon, Castres se déplace à Bayonne qui est en course pour le maintien. Et Toulouse reçoit Grenoble. Donc vraiment, ces trois confrontations, c'est compliqué de mettre une petite pièce sur une équipe particulière. Et le Racing Métro dans tout ça, parce que quatrième actuellement, ils sont plutôt bien placés. Et est-ce que le Racing Métro peut aller chercher une deuxième place ce week-end? Oui, oui, tout à fait. Le Racing peut encore chercher cette deuxième place, hein. Ils sont qu'à 2 points de Montpellier. Et justement, ça tombe bien, ce match, le dernier match de top 14 pour eux, c'est contre Montpellier à Montpellier. Donc
Donc on va dire que le gagnant de ce match sera pratiquement assuré de faire une demi-finale directement. Un favori entre Montpellier et le Racing pour cette rencontre là, qui aura lieu samedi prochain à 14h. Est-ce qu'il y a un favori qui se détache entre ces deux équipes? Ça va être du 50-50, je pense, parce que voilà, Montpellier à domicile, bon, voilà, ils ont l'avantage du terrain, on va dire, mais le Racing revient très 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 fort. Faut pas oublier qu'en milieu de saison, ils étaient 9e au fond, enfin dans le ventre mou du classement. Personne les voyait dans les 6. C'était un peu la crise avec les nouveaux entraîneurs, des nouveaux noms aussi. On disait tout à l'heure pour Toulon, cette année avec les arrivées de Sexton, Roberts, etc. On avait tué, je pense qu'on a tué le Racing un peu trop tôt. Et au final, là, ils nous prouvent en cette fin de saison qu'ils reviennent très, 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 très fort. Et je pense que ça peut être, la surprise à jouer pour peut-être pour la course au titre. Bon, pour vous et Sam, qui va l'avoir cette 6e place? Qui va sortir en fait entre Castres, Toulouse et le Stade Français? Qui va être laissé de côté? Pour vous, et Sam. Bon, alors, on va dire, je vais dire deux réponses. Pour le choix de cœur, on va dire que je veux que Toulouse et Castres restent. Bon, étant au Garonnais, enfin être Midi-Pyrénées, on va dire que voilà, je préfère que les équipes de région restent. Cependant, Toulouse face à Grenoble qui n'a plus rien joué parce que son maintien et ça y est assuré, va venir, je pense, un peu en touriste à Toulouse, donc Toulouse devrait logiquement l'emporter. Après, ça joue entre Castres et le Stade Français. Deux matchs difficiles. Après, je pense vraiment que le Stade Français a vraiment raté le coche pour les 6 premières places. Et je pense que le classement ne va pas bouger dans les 6 premiers. Je pense qu'on les a déjà. Après, l'ordre, on connaît pas. Claire? Oui, tout à fait. Moi, je reste sur les 6 premiers qui sont les 6 premiers actuels. Malheureusement pour le Stade Français, ça sera compliqué. Je les vois vraiment pas aller gagner à Mayol pour non gagner. En plus, c'est le match est à l'Allianz Riviera est à Nice, je dis. Exact. Je ne les vois pas aller gagner face à Toulon. Mais après, il y a toujours le relâchement de Toulon qui est possible. Ils viennent d'être qualifiés pour la finale. On sait que parfois, passer de top 14 à H-Cup, la transition est parfois difficile. Mais bon, malgré tout, je mise sur Castres et Toulouse pour les barrages. Ouais, petit rappel, quand même, Toulon, on rappelle, est en train de bousiller toutes les pelouses de Ligue 1. Après le Vélodrome, ça va être autour de l'Allianz Arena. Sympa pour les équipes de foot. Bref, sans transition, on va passer directement au bas du tableau du top 14 avec Biarritz qui est condamné déjà à la descente en Pro D2. Et il y a des équipes qui se battent maintenant pour se maintenir. Bayonne, Oyonnax et Perpignan. Alors, qui va se maintenir? Qui va descendre? Claire, selon vous? Malheureusement, j'ai bien peur qu'on ait deux clubs un petit peu historiques du top 14 qui descendent. On sait que Biarritz, c'est déjà acté depuis quelques semaines. Et Perpignan, c'est quand même compliqué d'aller gagner à l'ASM. On sait à quel point Clermont est fort à domicile avec 75 victoires environ, j'ai plus le chiffre exact, à Marcel Michelin. Donc peut-être que Perpignan va enfin faire chuter l'ASM dans son Nantes, mais j'y crois pas. Et effectivement, sans victoire à l'extérieur, Perpignan serait en Pro D2. Donc voilà, j'ai bien peur qu'on perde aussi l'USAP après avoir perdu le BO. Et pour vous, Sam, qui va descendre? Perpignan, Oyonnax ou Bayonne? Mais je pense que pour l'instant, voilà, avec l'état des choses, je pense que je suis d'accord avec Claire aussi. Perpignan devrait descendre. Aller gagner à Clermont, c'est très 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 compliqué, surtout qu'ils viennent de prendre d'encaisser une sévère défaite le week-end dernier en H-Cup. Donc je pense qu'ils auront à cœur de se rattraper devant leur public. Je dois gagner ce dernier match de phase préliminaire de top 14. Donc dommage pour Perpignan parce que c'est la seule journée où ils sont relégables, c'est la dernière journée. Donc c'est la première fois de la saison qu'ils sont relégables, Perpignan. Voilà, ils ont toujours flirté avec la ligne de relégation, mais sans la franchir. Là, ils la franchissent et au plus mauvais moment, on va dire, juste avant la dernière journée du championnat. Donc voilà, vraiment dommage pour Perpignan. En plus, si Perpignan descend, beaucoup de joueurs vont s'en aller. Ça va pas s'arranger en fait. Voilà, Tafi Fenona et Camille Lopez ont déjà donné leur accord pour aller au RCT.
en cas de descente. Et Sofiane Guitoun devrait signer à l'UBB aussi si l'USAP descend. Donc déjà, trois joueurs importants clés de l'USAP qui devraient partir en cas de descente. Et du coup, le top 14 qui va perdre un peu, enfin, c'est peut-être un grand mot de dire perdre, mais perdre un peu de sa saveur si ces deux clubs historiques, Perpignan et Biarritz, descendent en Pro D2. Donc, du coup, on verra ce week-end qui de Oyonnax, Bayonne ou Perpignan va descendre. Et du côté de la Pro D2, vu qu'on descend de plus en plus et qu'on s'enfonce dans le rugby français, le Loup s'est déjà assuré la montée dans le top 14, enfin un retour dans le top 14 pour cette équipe qui, il y a 3-4 ans, avait monté un projet solide pour se stabiliser dans le top 14. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce Loup, de cette équipe de rugby, Claire? Ils ont construit un beau projet, effectivement, où ils voulaient faire revenir Lyon un petit peu dans l'élite du rugby français. Ils avaient réussi, mais ça a pas duré. Je pense que le problème, c'est l'équipe est belle. Il y a un beau projet derrière, mais c'est un petit peu comme à Toulon. C'est des joueurs qui sont vers la fin de leur carrière. Donc ça a de l'expérience. C'est ça qui leur permet de faire une très très grosse saison en Pro D2. Après, est-ce que ça va suffire en top 14? Je ne sais pas. Parce que quand on sait que Chabal va arrêter, il y a des Lionel Nallet. Bon, voilà, c'est des joueurs qui permettent une certaine cohésion. Emblématique. Pardon? C'est des joueurs emblématiques aussi. Comme vous disiez, ils permettent une certaine cohésion, mais c'est aussi des joueurs emblématiques et charismatiques qui ont supporté cette équipe on va dire, au plus haut niveau, quoi. Tout à fait, mais il va falloir aussi maintenant amener des jeunes. Ils ont commencé et pour aussi continuer et pour avoir une certaine continuité en top 14, va falloir allier un petit peu cette expérience, ces joueurs emblématiques avec des jeunes qui vont arriver, qui vont aussi pousser les vieux vers la sortie, comme on a tendance à dire. Et c'est ça qu'ils ont encore du mal à mettre en place au Loup et qui pourra leur faire défaut l'année prochaine peut-être. Bon, et derrière le Loup, qui se bat? Parce que l'année prochaine, la saison prochaine, c'est encore loin. On ne sait pas comment, au niveau du recrutement, ça va se passer pour le Loup. Par contre, qui se bat derrière le Loup? On sait qu'il y a Agen et La Rochelle qui sont pas loin derrière. Qui va décrocher cette deuxième place pour le top 14? Et ça. Bah, en fait, donc là pour les barrages c'est très compliqué parce que il y a Agen, La Rochelle, Pau et Narbonne qui se battent, donc qui seront normalement les barragistes, enfin, on va dire plutôt les demi-finalistes de la Pro D2. Pau, ça fait déjà 3 ans, ils ont un très très gros projet avec leur sponsor principal Total qui est de monter en top 14 et ils y arrivent pas. À chaque fois ils échouent, ça n'a rien marche du podium. On va dire à la finale, à chaque fois ils perdent. Donc là, je pense que cette équipe est vraiment très très revancharde. Le Stade Rocher fait une très très bonne saison aussi. Et Agen aussi. Donc en fait, ça va jouer, je pense, entre ces trois-là. Narbonne, je pense, c'est un peu un cran en dessous pour pouvoir monter en top 14. Je pense que la deuxième équipe qui accompagnera le Loup sera soit Agen, La Rochelle ou Pau. Il faudra une des trois équipes. Mais voilà, c'est très très serré, très très compliqué. C'est vraiment indécis pour cette place. Peut-être une petite préférence pour Agen qui ce week-end va affronter le Loup dimanche à 15h au Matmut Stadium à Lyon. Du coup, est-ce que Agen, ce sera peut-être l'occasion pour Agen de montrer ses vraies armes face à un Loup qui n'a, enfin pour cette 29e journée, plus grand-chose à jouer? Bah, oui, non, enfin. Ils vont essayer, c'est sûr, ils vont essayer d'accrocher une victoire parce que s'ils veulent garder cette deuxième place pour recevoir, on va dire, Narbonne en demi-finale, il faut qu'ils gagnent absolument ce match contre le Loup. La Rochelle a un match en retard contre Carcassonne. On sait un peu l'histoire qui s'est passée entre le match Carcassonne-La Rochelle où l'arbitre a accordé une pénalité après le temps réglementaire et La Rochelle a gagné ce match-là sur cette pénalité-là. Il y a eu réclamation, donc maintenant ils vont rejouer ce match-là. Agen, s'ils veulent monter en top 14, de toute façon, il faut qu'ils battent toutes les équipes. Donc on va dire, il faut absolument qu'ils battent le Loup. Après, si c'est une défaite, c'est pas non plus très grave, on va dire, en somme pour Agen. Pour Agen, quoi.
Alors, on arrive bientôt à la fin de ce deuxième numéro d'ActuVox, mais moi j'ai une dernière question à vous poser, à vous deux. Vous allez vous engager là personnellement. Pour vous et Sam, qui va remporter le top 14? Qui va être le grand champion? Mais je pense que je mettrai une pièce sur le Racing. Je pense que le Racing là, ça revient très 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 fort et je pense que ça peut être cette surprise au top 14. Je suis un peu joueur, vous l'avoue que Je là, suis d'accord avec vous là-dessus. Enfin, en même temps, moi, c'est le cœur qui parle. Hein. Je suis de Colombes, donc du coup, le stade Yves du Manoir, je connais. Hein, ça n'est pas de chez moi. Du coup, là, je suis c'est le vraiment cœur qui un peu parle. joueur. Mais je mets une petite pièce sur le Racing. Je pense qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout. On s'y attend pas. C'est une équipe qui a pas fait trop de bruit, qui était au fond du classement au milieu de chemin, enfin au milieu du championnat. Ils reviennent de loin, donc je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Après, C'est la plus belle équipe de France, c'est le plus beau stade, tout est là, quoi. au stade, on ira pas dire jusque-là quand même. La tribune de presse c'est assez austère. Mais bon. Et Claire, pour vous, le grand champion cette année sera qui? Moi, je vais rester plus classique, je pense. Le Racing, je n'y crois pas. Je vois bien un réveil. Pessimiste. Non, je vois bien un réveil clermontois. Ils se sont effondrés en H-Cup. Ils sont un petit peu dos au mur en ce moment avec des résultats mitigés. Mais je les sens bien se réveiller pour les matchs coup près, barrage ou même demi-finale directement. Et pourquoi pas aller chercher un deuxième bouclier de Brennus. Très bien, merci à vous deux. Rappel des rendez-vous de ce week-end, des rendez-vous rugby. Alors, au top 14, l'Union Bordeaux-Bègles accueille Biarritz, Bayonne affrontera Castres, Toulouse jouera face à Grenoble, Clermont affrontera Perpignan, Montpellier accueillera le Racing Métro 92, Toulon accueillera le Stade Français et pour finir, Brive accueillera Oyonnax. Ça, c'est pour le top 14. C'est ce week-end. Les matchs auront tous lieu le samedi 3 mai à 14h40. En Pro D2, samedi à 18h30, Dax face à Auch, Albi face à Bourgoin, Aurillac face à Colomiers, Tarbes face à La Rochelle, Pau, Mont-de-Marsan et Bourg-en-Bresse face à Carcassonne. Dimanche à 15h05, le Loup accueille Agen et le même jour à 17h30, Narbonne affrontera Béziers. Et bien sûr, le grand rendez-vous de cette saison, ce sera le samedi 24 mai, Toulon qui sera opposé face à Saracens à 18h, en espérant bien sûr une victoire du club de Toulon. Merci à vous deux, Claire Gaveau et Sam Abdallah, pour avoir répondu présent pour cette deuxième de Vox Actu. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci à tous et bonne soirée.